Thomas Dubuisson. Le projet des éveilleurs, ben, il est en route. Hein. Vous avez déjà commencé à travailler, j'en doute pas. Je vais donc passer la parole rapidement à Jacques, que vous avez tous reconnu. Donc, vous avez tous reconnu. Bien. Et qui va vous présenter dans son équipe. À tout à l'heure. Bonjour à tous, et puis je suis très heureux de vous retrouver, vous et vos enseignants. Donc, comme on s'est dit autrefois, vous avez dû commencer certains à travailler sur René Dumont, d'autres sur Louise Weiss. Nous aussi, pour rien vous cacher. On a commencé à travailler sur la matière biographique des deux personnages, puis sur les archives. Et on a commencé le tournage autour du personnage de René Dumont, et on va terminer le tournage la semaine prochaine. Donc ceux qui ont travaillé sur René Dumont vont recevoir dans un premier temps des devins le fonds d'archives qu'on a trouvé, et dans un deuxième temps les rushs avec le décryptage des interviews. Le décryptage des interviews, c'est des interviews mises sur papier qui vont vous permettre de repérer plus vite, lorsque vous allez monter votre film, les propos que vous voulez garder des gens qui interviendront dans le montage que vous ferez. Aujourd'hui, la matinée va se dérouler en 3 temps. On est là dans un premier temps aussi pour que vous compreniez comment construire un film. Donc, un film, c'est une équipe. Un réalisateur ne fait jamais un film tout seul. Il a besoin de s'entourer d'une équipe. Dans cette équipe, il y a ceux qui travaillent en amont autour du sujet, et après, il y a ceux qui vont fabriquer le film. Aujourd'hui, on est avec à la fois ceux qui travaillent en amont et avec ceux qui fabriquent le film. On se retrouvera en décembre, on rencontrerait le producteur de la série et l'historien de la série, c'est-à-dire comment on produit le film, et comment, quand on a fait des études d'histoire et qu'on est historien, finalement, on choisit plutôt que d'enseigner, on choisit plutôt de se tourner vers le cinéma ou vers l'édition de livres pour transmettre son savoir. Donc ça va se diviser en 3 temps. Dans un premier temps, il y a Amélie Souris qui est là, qui est documentaliste. Alors documentaliste, c'est pas le même mot que ce que vous avez l'habitude d'entendre dans vos lycées. C'est pas une documentaliste de lycée, c'est une documentaliste qui travaille pour la télévision et le cinéma. Elle est là pour vous raconter son métier, vous expliquer comment elle travaille, et après vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez pour mieux comprendre et mieux cerner sa fonction, puisque vous êtes en train, quelque part peut-être vous aussi, dans votre travail autour de René Dumont, Louise Weiss, de faire ce travail de documentaliste. Et puis après, cette première période, c'est Rachida Itali, qui est mon assistant réalisateur, qui nous parlera du métier d'assistant réalisateur. L'assistant réalisateur, c'est très important pour un réalisateur, puisque c'est à la fois, il a sa fonction de préparer le film, surtout en documentaire, hein, dans les fictions c'est beaucoup plus cloisonné, mais il a la fonction de faire de la régie, il a la fonction de préparer le film, de travailler sur le fond du sujet, sur la forme du sujet. Il est là à la fois pour servir son réalisateur, il est à la fois pour le protéger, il est à la fois pour le stimuler. Enfin, c'est un rôle très important, c'est un rôle très, très collé, très jumelé avec moi. Donc il vous expliquera son métier, il vous montrera des images, j'allais dire un peu comme ça, impressionnistes de saveurs, des tournages qu'on a fait sur René Dumont. C'est pas un film, il n'y a pas de voix off, ça a été fait par, justement, peut-être pour certains d'entre vous qui se tourneront vers le métier du cinéma, mais ça a été fait par une jeune fille qui est actuellement en école de cinéma et qui donc, à travers son école de cinéma, fait un stage au sein de la boîte de production et nous accompagne. Donc on lui a demandé de filmer un peu le tournage pour que vous vous rendiez compte un peu de l'impression du tournage, et que lorsque vous allez travailler, on va faire de même sur Louise Weiss, quand vous allez travailler sur ceux qui travailleront sur René Dumont, se dire « Ah ben tiens, cette image qu'on voit là, on a vu comment elle a été tournée dans ce petit bout de film. » Et Rachid vous expliquera donc son métier de A jusqu'à Z, et bien évidemment, après, vous pourrez là aussi lui poser toutes les questions. Et dans un troisième temps, c'est vous qui nous parlerez, puisque vous nous raconterez où vous en êtes sur votre travail de recherche et d'écriture de scénario autour de Louise Weiss et René Dumont. Anouchka, c'est bon? Oui, donc pour bien caler les choses, là je m'adresse aux enseignants, le collège du Buc travaillera sur René Dumont, le collège de Delvez travaillera sur Louise Weiss. D'accord? En ce qui concerne les dates,
les dates de rendu de votre travail. Voilà. En janvier-février, vous allez continuer à rencontrer, à travers ces masterclass, le chef monteur et la chef opératrice. Comme ça, vous aurez vu l'ensemble de tous les métiers. Et l'idée, c'est que votre film, vos films, soient prêts fin mars pour pouvoir être présentés au public, parce qu'ils seront présentés au public pendant les rencontres buissonnières mi-avril. C'est bon ça? Voilà. Et en février, soit d'autres classes, soit les mêmes classes, on vous donnera le nom de 2 autres personnages et on fera le même processus de fabrication d'un film pour un rendu des films de fin mai, début juin. Qui est ce film qui seront présentés, eux, au Canada, en septembre, devant le public. Voilà. Donc comme ça, c'est pour se caler pour les dates. Et de toute façon, j'enverrai aux enseignants le compte rendu, justement, des dates limites pour le travail. Ben voilà, je crois qu'on peut commencer. Donc je vais laisser la parole à Amélie qui va vous présenter ce qu'est le métier de documentaliste, non pas dans les lycées ou collèges, mais dans le milieu du cinéma et de la télévision. Et on se retrouve tout à l'heure. Vas-y. Bonjour à tous. Ça va, vous m'entendez? Dans le processus de fabrication d'un film, on peut avoir besoin de faire appel à un documentaliste ou une documentaliste. Voilà, c'est très différent du métier de documentaliste, comme vous l'entendez, voilà, documentaliste qui travaille dans le collège. C'est-à-dire, pour fabriquer un film, il y a besoin de matière, voilà, d'images, de sons. Et puis il y a la matière que Jacques fabrique, c'est les images que lui va tourner, les sons que lui va enregistrer. Mais on peut avoir besoin de faire appel à des images, à des sons préexistants. Donc je ne sais pas si vous avez un peu idée de ce que c'est une archive. Pour un film documentaire, vous pouvez me donner un exemple d'archive à votre avis, non? Une archive, c'est quoi? C'est un extrait de film, ça peut être des documents papier, ça peut être des photos, ça peut être aussi des archives radio, ça peut être des sons. Bon, voilà, c'est très très varié. Et là, en fait, la recherche, il faut bien avoir conscience que quand je parle d'archives, c'est différent d'une reconstitution historique. Je ne suis pas en train de parler d'images qu'on va les reconstituer pour lesquelles on prend des comédiens. Ce n'est pas de la reconstitution historique, c'est des images d'archives. Et la recherche d'archives dépend du sujet du film. Donc, un documentaire sur la Première Guerre mondiale, un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je vais aller chercher des images des combats. Un documentaire un portrait de personnage sur René Dumont, sur Louise Weiss. Il va falloir aller chercher des images qui retracent le parcours du personnage, donc des images de sa jeunesse, enfin voilà, ce genre d'images. Ça peut être très très varié. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé sur une série documentaire sur les fruits et légumes. Bon, voilà, le premier épisode, c'était consacré aux petits pois. J'ai passé des heures et des heures à chercher des images de petits pois dans tous ces états, quoi. Des recettes à base de petits pois, comment on récolte les petits pois, comment on cultive les petits pois. Voilà, c'est juste pour vous dire, la recherche dépend du sujet. Donc ça peut être vraiment, enfin voilà, tout sujet présentant un intérêt, on peut aller chercher des images d'archives dessus. Et voilà, j'ai un rôle, c'est un peu comme un archéologue qui fouille le sol, c'est-à-dire que je cherche sans trop savoir au préalable ce que je vais trouver. Voilà, on fouille, en quête de documents pour éclairer le sujet sur lequel le réalisateur ou la réalisatrice travaille. Et une chose importante à savoir, c'est qu'une archive, ça peut être des documents professionnels, mais ça peut être aussi des documents amateurs. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous, tous les jours, quand vous prenez en photo, quand vous filmez, vous êtes en train de produire des archives. Enfin, vous produisez de l'archive potentielle. C'est-à-dire que si quelqu'un, dans 40 ans, 50 ans, décidait de faire un film sur vous, bah, il irait piocher dans toutes les photos, toutes les vidéos que vous avez faites. Enfin voilà, c'est pas le fait qu'un document soit amateur, ça n'a pas moins de valeur qu'un document professionnel. Une archive professionnelle, ça va être par exemple un vieux journal télévisé, donc filmé par des journalistes à l'époque, ça peut être des documents filmés par l'armée, par exemple les soldats qui sont sur les terrains de conflit, voilà, qui filment
qui filment le combat, ça c'est des archives professionnelles. Et puis les archives amateurs, c'est quoi? Les archives amateurs, c'est des films de famille, ça peut être, voilà, c'est des gens qui filment des événements importants de la vie, une soirée, un anniversaire, enfin voilà, que sais-je. Mais pour autant, un film amateur n'a pas moins de valeur qu'un film professionnel. Voilà, c'est très très important. Et bon, après, la difficulté du travail varie selon la période sur laquelle on travaille. Bon, vous, par exemple, vous avez, je ne sais pas combien de photos vous avez de vous, enfin voilà, maintenant avec les technologies numériques, vous avez peut-être des milliers de photos qui vous documentent voilà, des milliers de photos stockées sur un disque dur sur votre ordinateur. Si on cherchait à faire un documentaire sur vos grands-parents, bon, là on trouverait quoi? Peut-être un album, un ou deux albums photos, éventuellement des films, mais c'est même pas sûr. Donc moi c'est exactement pareil, c'est-à-dire que si je dois travailler, vous m'écoutez ou pas? Ouais. Si je dois faire une recherche sur la Dordogne dans les années 2090, là je suis sûre de trouver voilà, 1 milliard de documents. Maintenant, si je devais faire une recherche sur la Dordogne dans les années 1900, bon, là je suis pas sûre de trouver des choses et je suis même pas sûre que ça existe, voilà, qu'il existe des films de la Dordogne dans les années 1900 pour le coup, voilà. Donc, c'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus grâce à la technologie, les documents se multiplient. Mais voilà, si on doit remonter très très loin dans le temps, là, ce sera plus difficile d'aller exhumer voilà, des vieux films, des photos. Et alors, question importante, je ne sais pas si vous avez une petite idée de où on peut trouver toutes ces archives, tous ces documents. Voilà, il ne suffit pas d'aller sur Internet ou d'aller sur YouTube et de taper René Dumont ou Louise Weiss, ça je pense que vous allez vous en être rendu compte. Voilà, il ne suffit pas d'aller sur Google pour que tout sorte. Je reprends l'exemple des archives personnelles, c'est-à-dire que si vous voulez vous documenter sur la jeunesse de vos grands-parents, voilà, les films, s'il existe des films sur eux, ils ne sont pas numérisés en ligne sur YouTube. Il va falloir monter dans le grenier, fouiller un peu dans les cartons poussiéreux pour trouver la VHS ou la vieille bobine en 8 mm qu'il existe sur voilà, de films de famille. Donc, mon travail, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que j'ai pas Internet comme un vaste supermarché où je pourrais aller piocher tout ce que je veux pour trouver les archives. Il faut prendre contact avec les gens, les rencontrer, éventuellement se déplacer. Et il y a des musées, il y a des institutions, il y a des cinémathèques, il y a des fonds dont c'est le travail de collecter, sauvegarder les archives et de les mettre à disposition du public. Donc je vais vous... Alors si Jérémy est prêt, voilà, super. On va vous montrer 3 archives qui n'ont strictement rien à voir entre elles. Voilà, et je vous expliquerai juste après. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci, mes amis. Pendant 15 ans, au cœur des Alpes, l'eau déviant dans sa force. L'équilibre minéral. C'est bon l'équilibre. Verre après verre, Evian vous apporte son équilibre.
cathédrale. C'est bon l'équilibre. Stop. Bon voilà, là c'était 3 archives qui ont strictement rien à voir entre elles, hein, mais c'est juste pour vous montrer, elles sont issues de périodes très très différentes. La première, c'est vraiment les balbutiements du cinéma, c'est tout début du cinéma, c'est issu de la collection des films Lumière. La deuxième, vous l'avez peut-être reconnue, c'est une archive de René Dumont qui se présente à l'élection présidentielle en 1974. Ça vient de l'INA, qui est vraiment la source principale d'archives en France, l'Institut national de l'audiovisuel, qui a toutes les archives de la télévision française publique. Et la troisième, c'est une vieille pub pour Evian, qui date de 84. Je ne sais pas si ça vous a semblé un petit peu ringard sur les bords, mais en tout cas, ça vient de la Maison de la Publicité, qui est un fonds d'archives aussi, qui a pour but de collecter toutes les vieilles publicités. Voilà, ils remontent très très loin, ils remontent jusqu'aux années 40-50, et ils ont comme ça une collection impressionnante de vieilles pubs. Donc là, une autre chose importante à savoir sur ces archives, c'est que les utiliser dans un film documentaire, c'est pas gratuit, ça coûte de l'argent, parce que ces images, elles appartiennent à des gens. Je ne sais pas si vous avez une petite idée de combien ça peut coûter. Le premier qu'on a vu, le film Lumière, c'est vieux, c'est très rare, donc ça suppose tout un travail, il y a un travail de restauration, de sauvegarde et de restauration derrière. Si on voulait en utiliser un extrait dans notre film documentaire, juste quelques secondes, ça nous coûte 6 000 €. Voilà, pour donner une petite idée de grandeur de prix. Donc c'est une partie du travail aussi de trouver à qui appartiennent les images, combien ça coûte, et de voir éventuellement négocier si c'est trop cher et si on ne peut pas se les payer. Et je voulais vous montrer une dernière archive. Regardez attentivement, vous allez me dire après ce que vous en pensez. Nous avons eu souvent l'occasion de vous parler, de vous présenter les richesses du sol et du sous-sol limousin. Richesses minières, richesses alimentaires en tout genre. Je pense notamment aux productions nationales et internationales telles que la châtaigne et la truffe. Et voici qu'apparaît depuis quelques mois une production tout à fait étonnante, la production de l'arbre à pain et de ses dérivés. L'arbre à pain, plus communément appelé jacquier, pousse généralement dans les pays tropicaux, dans les pays chauds. Il se trouve qu'en Limousin, on arrive aussi à cultiver cet arbre. Alors pourquoi? Je me tourne vers un ingénieur agronome qui va peut-être pouvoir répondre à cette question. Monsieur l'ingénieur, pourquoi l'arbre à pain ici en Limousin? Il se trouve qu'en Limousin, qui est placé sur une région volcanique et dont le sous-sol recèle des réserves de chaleur qui se dispensent dans une période bien définie de l'année, notamment en hiver et au début du printemps, ce sous-sol donc est favorable après des expériences que nous avons faites des collègues italiens, plus exactement siciliens et moi-même. Il se trouve qu'en Limousin, on ait pu faire pousser ces arbres et déjà quelques résultats semblent assez probants. Voici donc des spaghettis production Limousin. Alors chef, quelle différence entre les spaghettis Limousin et les spaghettis italiens? Le spaghetti Limousin a une grande différence, car c'est un produit limousin du sol. Et en plus, c'est un produit qui ne contient pas d'œuf, c'est-à-dire c'est un produit pas grossissant. Absolument. Absolument. Je crois aussi qu'en Limousin, c'est très pratique parce que c'est une région où il pleut beaucoup et les spaghettis. Et comme il faut beaucoup d'eau pour le spaghetti, là c'est merveilleux. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous avez déjà goûté au spaghetti du Limousin? Non? Oui. Bon voilà, évidemment c'est du grand n'importe quoi. C'est juste pour vous faire comprendre que quand vous regardez des images, il faut toujours garder votre esprit critique éveillé. Et nous, en tant que documentalistes, on doit aussi faire une enquête historique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on nous montre quelque chose que c'est vrai. Et là, il faut bien s'imaginer que les journalistes des années 80, ils avaient autant envie de s'amuser à faire des canulars que nous aujourd'hui. Donc l'histoire des spaghettis qui poussent sur les arbres, c'est évidemment n'importe quoi. Mais voilà, quand vous avez des images devant vous, c'est pas parce que vous les trouvez des images historiques que pour autant elles sont vraies, parce qu'il faut toujours penser que derrière la caméra, derrière un appareil photo, il y a quelqu'un qui filme, il y a quelqu'un qui prend une photo avec une intention en tête.
Donc voilà, donc soit son intention c'est vraiment de retranscrire la réalité, voilà, comme les journalistes, comme les reporters, et il s'agit de, et pour le coup, voilà, les archives, enfin les images ont une valeur de témoignage historique, mais ça peut être aussi des gens qui ont envie de s'amuser, comme sur l'histoire de l'art d'un spaghetti. Donc juste, gardez toujours en tête qu'il y a une enquête à faire quand vous trouvez des images, quand vous cherchez des archives, et qu'il faut toujours avoir son esprit critique en éveil. Voilà. Bon, bah, Rachid, je pense que c'est à toi. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Sur quel genre d'archives vous avez travaillé? Alors, monsieur Lapin, Sébastien. Sur quel genre d'archives vous avez travaillé pour venir au Pour l'instant, on a travaillé sur des archives écrites. Ouais. Donc, une biographie assez longue. Ouais. Et donc, on a sorti tous les dates importantes et les éléments importants de sa vie, ses idéaux, tout ça. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on a fait pour le moment. Et aussi, on a sorti le contexte historique. C'est bien, c'est par là qu'il faut commencer. Effectivement, si on veut raconter la vie d'un personnage, c'est de s'appuyer sur les études qui ont été faites sur lui. Et voilà, c'est vraiment la base. Enfin, voilà, il faut partir de ça, évidemment, pour maîtriser le sujet. Et pour Louise Weiss, les jeunes filles que j'ai vues tout à l'heure, il y en a une qui prend la parole? C'est ça. Là, j'avais repéré la demoiselle. Ouais. Tu vas... Non, ta camarade. Tu vas nous dire ce que vous avez déjà fait sur Louise Weiss. Voilà. Vous pouvez lui passer le micro? Non mais voilà. en anglais on a fait une biographie, donc on a cherché des informations, voir ce qu'elle était née, ce qu'elle avait fait de sa vie, et en français on a fait la même chose. Donc, voilà. Alors à partir d'où? Quelle a été la source des recherches? Wikipédia. On est allé sur internet, on a tapé, on a relevé. D'accord. Il y a beaucoup d'infos sur internet, enfin sur Wikipédia, on trouve plein de choses. C'est toujours bien de recouper ces infos avec après, enfin, c'est toujours bien de recouper les infos entre elles, voilà, de vérifier avec un livre ou. Mais c'est sûr qu'il y a plein de. Alors moi je vais poser une question. Qu'est-ce que vous nous conseillez à nous en tant qu'enseignants et en tant qu'enseignants vivant à la campagne? Qu'est-ce que vous nous conseillez comme source de recherche? Alors maintenant, il y a quand même beaucoup d'archives, que ce soit photos ou films, qui ont été numérisées et mises en ligne. Donc le site de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, ils ont un site professionnel, mais ils ont un site grand public où il y a énormément d'archives. Donc en fait, en allant déjà sur ina.fr, sur Louise Weiss et sur René Dumont, il y a beaucoup de documents qui ressortiront. Voilà, c'est bien de faire une recherche, je pense, par mots-clés, mettant voilà, René Dumont sur le site de l'INA. Il y a énormément de choses qui peuvent sortir. Après, c'est possible de se déplacer dans les cinémathèques régionales et de bouger. Mais en tout cas, on peut faire déjà on peut faire beaucoup de choses à partir de chez soi en allant sur un site. Il y a l'INA, il y a les archives Gaumont-Pathé Archives. Pareil, vous pouvez les envoyer faire un tour sur leur site qui est très bien fait et qui est accessible à tout le monde. Et il y a beaucoup d'archives qui ressortiront. C'est les grands avantages de la numérisation des archives audiovisuelles. Ouais. Est-ce que vous avez des questions concernant les archives pour l'instant? Non? Non? Ouais. Bon, Rachid, il est là. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Rachid Aïtali, je suis l'assistant de Jacques Malater, le réalisateur, sur cette série documentaire pour Arte. Donc, comme vous l'a expliqué Amélie, ce projet s'organise autour de certains techniciens dont je fais partie. Donc Amélie, comme elle vous l'a expliqué, elle est pour la partie documentaire, on va dire. Vous avez donc le chef opérateur que vous allez voir, je crois, au mois de février, si je ne m'abuse. Vous allez avoir un cadreur également que vous
vous allez rencontrer. Ensuite, au 1er décembre, vous allez rencontrer donc, un historien et le producteur. Donc là, vous aurez vu l'ensemble de l'équipe. Donc vous pouvez constater qu'on est peu nombreux sur ce type de projet, puisqu'on est, véritablement 5 personnes à travailler. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, on a très peu de moyens. Ça, c'est quand même une contrainte pour nous qui est pas des moindres. Mais malgré tout, on arrive avec beaucoup d'énergie à sortir des choses assez jolies. Donc voilà, moi je suis donc rattaché directement à M. Malater, qui est donc le réalisateur. Je suis un petit peu, on va dire, son ombre. Je suis censé être son confident, je n'irai pas jusque là, mais bon voilà, je suis quand même avant tout là pour essayer de le soulager de certaines charges de travail, de l'amener peut-être vers de lui ouvrir les yeux sur certains aspects qu'il va occuper, parce qu'il faut savoir que c'est quand même pour lui énormément de travail, d'autant plus qu'il a quand même d'autres activités à côté. Donc voilà, il a un emploi du temps qui fait qu'aujourd'hui, il doit se décharger de certaines pressions, et j'essaie d'assumer au mieux ce rôle-là, mais c'est parfois pas très facile, je dois vous l'avouer. Donc mon travail, en fait, si vous voulez, au départ, je suis donc là pour créer une espèce de plan de travail. Ce qu'on appelle un plan de travail, c'est une organisation qui va conduire la production de ce documentaire avec des dates et avec des étapes préalables. Donc si on prend l'exemple de René Dumont, ça a consisté en quoi? Donc une fois que le choix a été fait, Jacques Malater donc, a proposé le personnage, il a été validé par la chaîne. Après une discussion, il a été validé également par la production. La première chose qu'on s'est dit, c'est de savoir est-ce qu'il existe une biographie. Parce qu'en fait, si vous voulez, on ne peut pas se lancer comme ça à la découverte d'un personnage si on a très peu d'informations concernant sa vie, son œuvre. Donc, une fois qu'on a vérifié qu'effectivement il existait une biographie sur ce personnage, on a pu véritablement lancer le travail sur le personnage de René Dumont. Donc, le premier choix ici également consistait à choisir cette biographie, parce que autant il peut y en avoir énormément, autant il peut y en avoir très peu. Donc là, en l'occurrence, on avait, on va dire, assez de choix concernant la bio de René Dumont. Donc voilà, nous, on s'est appuyé sur l'ouvrage de Jean-Paul Bessé, donc qui m'a, à moi, servi, si vous voulez, véritablement de trame et de structure pour le travail de notre documentaire. Donc ça consiste en quoi? Donc c'est déjà d'une part lire le plus consciencieusement possible cette biographie, parce que je vous citerai une anecdote tout à l'heure, mais bon, pour essayer de ne rien oublier de sa vie, de voir un peu la trajectoire de ce personnage à travers cette biographie. Donc pour cela, on prend un livre et on essaie de noter au fil de la lecture des éléments importants. Donc nous, Jacques, on a eu une discussion et il m'a indiqué qu'il aimait qu'on relève deux éléments essentiels, à savoir éventuellement des localisations géographiques, ces divers déplacements au travers de sa vie, et également les gens qu'il a rencontrés durant sa vie. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, ensuite on va nous essayer au niveau du tournage de se rendre sur ces lieux. Ça va nous permettre d'alimenter notre documentaire et de dynamiser un petit peu notre travail. Et également les personnages qu'il a pu rencontrer. Donc en fait, vous avez deux axes. Un axe géographique et un axe où on va dire les gens qu'il a pu rencontrer. Par rapport aux gens qu'il a pu rencontrer, ensuite consiste à rentrer en contact avec ces gens s'ils sont encore des nôtres. Malheureusement, quand on a affaire à des personnages qui ont traversé ce siècle, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus. Donc ça permet, je vais dire non, mais ça élimine un certain nombre de personnes qui ne pourront pas être interviewées. Et par rapport aux autres, on va tout simplement essayer de rentrer en contact. Donc là, la difficulté également, elle vient du fait que ce sont souvent des gens qui ont une suractivité, qui ont une activité politique, qui ont une activité débordante. Donc pour pouvoir convenir de rendez-vous avec ces gens-là, je ne vous cache pas que j'ai eu énormément de difficultés. Bon, pour ne pas les nommer, on a interviewé des gens comme Brice Lalonde, comme Antoine Wechter, comme Cabu, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un dessinateur
humoristiques, enfin, voilà, des gens comme la fille de René Dumont. Donc il y a quand même un petit travail d'enquête qui est assez intéressant, je ne vous cache pas, et qui me permet, moi, de rentrer réellement dans la peau du personnage, d'essayer de faire en sorte de ne rien oublier. Donc une fois qu'on a établi cette liste de personnes, bien évidemment, on ne va pas interviewer l'ensemble des personnes, parce que comme vous le savez, c'est 26 minutes, donc c'est assez court. Jacques fait le choix dans les personnes susceptibles d'être intéressantes pour notre propos. Et donc, une fois que ce choix est établi, c'est-à-dire en l'occurrence, on a environ 8 personnes interviewées par personnage, charge à moi d'organiser un planning d'interview. Donc, là encore une difficulté, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu le pilote, mais on a quand même une trame, on va dire, architecturale, on peut dire ça comme ça, parce que le documentaire quand même suit une certaine logique. Vous avez dû avoir un document qui vous reprend un petit peu l'ensemble de notre cheminement, on va dire. Et donc par rapport à ce cheminement, c'est en fait un plan de travail, ce que vous pouvez faire quand vous avez fait des exposés en classe, vous avez ce que vous appelez grand 1, petit 1, voilà. Nous on a un petit peu la même chose. On essaie réellement de rentrer dans ces cases, ça nous permet d'éviter tous les rapports et tous les débordements, parce qu'après on se rend compte qu'on n'est plus réellement dans ce qu'on avait pressenti. Donc une fois que ces choix ont été arrêtés, une fois que les dates ont été arrêtées également d'interview, c'est poser la question du lieu, de l'endroit où est-ce qu'on allait les interviewer. Sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des gens qui ont des activités parfois à travers le monde, États-Unis pour certains, Est de la France, Ouest de la France, enfin voilà. Donc on a opté pour une solution technique qui nous permet de régler en partie ce problème, à savoir le fond vert. Donc le fond vert, si vous voulez, ça consiste à installer une toile derrière une personne interviewée, là en l'occurrence 2 toiles puisqu'on tourne à 2 caméras, et de procéder à l'interview normale. Et ensuite, préalablement, ce que l'on a fait, on a été à la Cité des Sciences et de l'Industrie où on a tourné ce que l'on appelle des pelures vulgairement, voilà, qui dans un second temps seront insérées derrière la personne interviewée. Donc ça donne l'impression aux spectateurs que l'interview se passe dans l'endroit qui est décrit derrière lui. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est une technique qui est assez... Une super chérie, non, mais en fait, pour nous, en tout cas, c'est un grand secours, parce que techniquement, il était quasiment impossible de réunir tout le monde au même endroit à des heures possibles pour tous. Voilà, donc on a opté pour cette solution-là. Et ensuite, si vous voulez, donc ça concerne les interviews, et ensuite, toujours pareil, en s'appuyant sur la biographie qui pour nous est quand même la racine du produit, c'est-à-dire l'élément de départ pour moi, en l'occurrence, tous les endroits géographiques qui ont été découverts par du monde. Donc là, on a été donc tourner sa maison natale, on a été tourner l'endroit où il se rendait régulièrement en vacances, on a été tourner également les universités, enfin voilà, tous ces types d'endroits qui sont pour nous révélateurs de sa vie et de son œuvre. Donc voilà un petit peu. Donc, pour revenir un petit peu sur ma fonction, donc, je disais que voilà, on est dans le cadre d'un documentaire. Il faut bien avoir conscience de ça parce qu'en fait, vous verrez dans un petit document que je vous diffuserai tout à l'heure, un petit peu le métier. Je dirais c'est un peu, dans le cadre d'un documentaire, je suis un peu l'homme orchestre, à savoir que je suis amené autant à faire des rapports de script que de la machinerie, que des autorisations de demande de tournage, à savoir que, bon, par exemple, on a été tourné devant le palais de l'Élysée, justement pour évoquer sa candidature aux élections présidentielles de 1974. Donc voilà, on a fait tout ce travail-là. Par contre, il faut savoir qu'à Paris, ça nécessite des autorisations, donc il y a une démarche administrative qui est assez lourde, pour vous cacher. Même si sur place, on est présent pour une durée de 1 à 2 heures. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez lourd, qui vient en plus de ça charger mon travail normal, je dirais, de premier assistant. Donc vous avez également ce volet-là qui est lourd à gérer. Vous avez également le travail sur le tournage que vous verrez tout à l'heure, puisque je suis amené peut-être à installer une grue, à installer des caméras, à faire des identifications de prise de vue. Donc voilà, je suis un petit peu, j'allais dire, la pieuvre, je ne sais pas trop, mais voilà, tout ça parce que nous sommes dans une configuration de documentaire qui a la particularité d'avoir
un effectif ultra réduit. Voilà. Donc j'essaie de faire en sorte de répondre un petit peu à toutes ces activités. Je ne vous cache pas que des fois c'est énormément de travail, beaucoup d'énergie, mais quand on y met un petit peu la passion et quand on aime ce qu'on fait, ça se passe relativement bien. D'autant plus que là, si vous voulez, l'avantage, c'est que quand même pour moi, c'était des personnages qui étaient complètement inconnus. Ça m'a permis d'apprendre ces personnages. Et c'est une chose qui, je ne vous cache pas, est quand même relativement enrichissante. Je veux dire, je ne sais pas si vous avez appris des choses en vous intéressant sur la vie de Monsieur Dumont, mais voilà. Donc c'est à la fois captivant, c'est à la fois très enrichissant et très preneur de temps. Voilà. Donc tout ça, si vous voulez, il faut garder en tête l'idée de production, parce qu'en fait, production, malheureusement, ça nous renvoie à des coûts. Et donc, ce qui nous amène à des fois changer un petit peu notre fusil d'épaule, à savoir que là, on a lancé donc René Dumont et Louise Weiss, toujours pour des considérations de production, essayer de voir donc, sur 2 biographies et les avancer simultanément pour voir si des endroits similaires pour les 2 personnages ne permettraient pas de réaliser des économies. Je m'explique, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, la semaine dernière, on est allé tourner la ville donc, de René Dumont à Cambrai, l'endroit où il est né, et à 10 km se trouvait la ville natale de Louise Weiss. Donc, ce qui nous a permis de faire d'une pierre 2 coups, mais je ne vous cache pas que parfois c'est assez compliqué parce que là j'ai commencé donc, le 3e personnage, alors je ne sais pas si ça va être un scoop, mais bon, Anita Conti, et je me rends compte qu'elle a été amenée à se rendre à Bordeaux, sur le bassin d'Arcachon, sachant déjà que Louise Weiss a déjà connu un passage sur le bassin d'Arcachon. Donc voilà, essayer de rentabiliser au mieux et surtout de rationaliser un petit peu nos déplacements en termes de tournage. Sachant, comme je vous l'ai dit, que nous sommes peu nombreux, puisqu'on a un ingénieur du son, un cadreur, un chef opérateur, Jacques Malater donc, et moi-même. Donc ça fait 5 personnes sur le plateau, on va dire. Voilà. Donc voilà, une fois que